in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Slam dunk! Tie game with 5 seconds remaining! He shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 127 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, c'est notre JM préféré, c'est Alan. Ça va Alan? Salut Ben, salut tout le monde. Je suis le seul en même temps, donc Oui, mais t'es quand même le préféré, c'est déjà ça, tu vois. C'est vrai. C'est très vrai. Alan qui est au sommet, la saison NFL reprend, c'est-à-dire que faut savoir qu'à chaque pause de podcast, là, ça va être des invectives entre lui et moi, donc bien sûr. C'est pas les mois les plus on fait semblant, mais là déjà ça a commencé en off. Ça fait une semaine que ça chauffe. Ça fait une semaine, mais bon, ça sera à la période du Ravens Patriots en finale d'AFC que ça sera un petit peu plus chaud. J'espère que vous serez là. Non, ben nous on n'y sera pas, vous sûrement, mais pas nous. Ah, on verra. Pour revenir à la NBA, cette semaine, on va parler de Minnesota. Alors Minnesota, c'est une équipe toujours intrigante sur le terrain, mais dont la situation en interne se transforme un petit peu et on se rapproche de plus en plus du soap opéra. Alors vous avez peut-être pas eu le temps de suivre parce que il y a eu pas mal de, je vais pas parler d'échauffourées, mais pas mal de tensions dont on a parlé dans la presse en début d'été. Donc il y avait la free agency, l'avenir de LeBron, donc ça n'a pas forcément fait la une, mais il y a eu des rapports comme quoi il y avait des tensions entre Towns et Butler et ça fait plusieurs mois qu'on a des bruits de ça. Il y a aussi le fait que Butler ait refusé une extension, ça peut s'expliquer contractuellement, mais il y a aussi des rumeurs comme quoi Towns a toujours du mal avec Thibodeau. Enfin bref, malgré les ambitions de l'équipe sur le terrain, c'est un petit peu compliqué en hors terrain. On va se demander où peuvent aller ces Timberwolves et est-ce qu'on n'est pas en fait près d'un chaos dans l'overtime. Alors là, on va avouer que c'est un overtime assez chargé, parce on doit parler des intronisations au Hall of Fame avec une très grosse classe, et aussi petit cocorico de la retraite de Boris Diaw. Donc vraiment un épisode où on a pas mal de choses à dire. D'un côté, c'est un petit peu pour moi l'épisode de rentrée, parce que contrairement à ce qu'ont dit les trois autres génies là, la semaine dernière, j'étais pas aux Bahamas. Je préparais justement la saison avec, on va essayer des améliorations parmi elles. Ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va vraiment, toutes les semaines, et pas une semaine sur 12 comme je faisais l'année dernière, poster nos épisodes en intégralité sur YouTube. Je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui écoute nos épisodes sur YouTube. Cette année, je vous promets, je vais le faire en intégralité toute la saison sur YouTube. Et d'ailleurs, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles sur iTunes. Je vois qu'on est bientôt à 70. Je pense que l'objectif de 100 d'ici la fin de l'année, c'est possible. Il faudrait une grosse accélération au début de saison, mais on y croit, c'est possible. Et nous, du coup, on va se retrouver juste après la pause pour débattre sur les Minnesota Timberwolves. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors comme je l'ai déjà dit, il faut savoir que je suis un petit peu un dictateur quand il s'agit des sujets à traiter dans le podcast. Légèrement. C'est pour ça que la semaine dernière, pour vous donner l'inside, ils sont heureux quand je suis pas là parce qu'en fait ils décident limite eux-mêmes des sujets. Enfin bon, le problème c'est que ça prend 3 heures et qu'ils le décident 1 heure avant, mais ça restera dans les arcanes du site. Cette semaine du coup j'ai décidé de parler de Minnesota avec toi Alan parce que moi j'ai un mauvais feeling en fait avec Minnesota et c'est pour ça que je voulais en parler parce que pour voir si tu le partages un peu. J'ai déjà parlé de ces problèmes en interne, j'ai même pas cité le problème pour moi principal, on va parler c'est Thibodeau pour moi c'est pas un problème qui se limite seulement à son amour pour ses anciens joueurs durant son époque Chicago Bulls, mais aussi ses systèmes de jeu, sa double casquette président-coach qui, enfin on le sait, ça marche rarement si tu t'appelles pas Popovich. Donc j'ai vraiment l'impression, j'ai un sentiment bizarre. Est-ce que tu le partages? J'ai vraiment l'impression que Minnesota, si on classait un petit peu les équipes qui peuvent imploser, bah ils seraient vraiment très hauts. Moi je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout fait qu'ils sont à l'ouest en fait, parce que cette équipe-là elle serait à l'est.
je pense qu'il y aurait bien moins de tension et peut-être de problèmes ou de mauvais feelings vis-à-vis de cette équipe. On la verrait en play-off à l'Est tranquillement. Une équipe qui fait les play-offs, qui se qualifie pour les play-offs, qui peut même viser l'avantage du terrain, ça pas du tout, elle n'aborde pas du tout de la même manière une saison qu'une équipe qui, on sent qu'elle va batailler pour les play-offs dans une conférence hyper dense et compliquée, dans une division où tout le monde peut battre tout le monde et quasiment tout le monde peut aller en play-off. Donc pour moi, c'est surtout l'environnement extérieur qui fait que Minnesota aborde pas cette saison avec une sérénité exceptionnelle, avec les contrats aussi. Moi, c'est aussi les contrats qui font que il y a des soucis. Il y a l'extension de Towns, Butler qui va être agent libre, Wiggins, lui, a eu son contrat et qui a pas prouvé pour l'instant. Donc voilà, tous ces choses-là font que c'est pas que c'est un mauvais pressentiment, mais c'est que la saison de Minnesota, elle s'annonce délicate, et alors qu'il y a un an, on était tous enchantés par l'été 2017 des Wolves, et on la voyait comme une des grosses cylindrées à l'Ouest dans les prochaines années. C'est ça, on avait fait référence à cela dans l'épisode sur les Bucks, mais on a l'impression, pour moi, c'est un petit peu ça se transforme en ce que sont les Bucks à l'Est, pardon. C'est-à-dire que c'est qu'il y a 2-3 ans de ça, c'était l'équipe qu'on attendait comme l'équipe du futur. Enfin, moi, je me souviens qu'après la première saison de Towns, vraiment, on pensait que ça allait être eux, les successeurs des Warriors, un petit peu. Et là, on a un stade où on se demande, avec, comme tu l'as dit, la prolongation de Towns qui traîne, Butler qui a une player option pour 2019-2020, mais à 19 millions, il va la refuser. Donc, en gros, de facto, il sera free agent l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a tous ces éléments qui font que moi, je suis pas trop rassuré. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui, en fait, on parle souvent de progression en interne, et je le conçois, mais malgré le fait qu'ils auront le même effectif que l'année dernière, et qu'on peut espérer qu'il y ait cette progression en interne, j'ai peur qu'en fait, sachant qu'en fait, la maison, elle est pas construite sur de bonnes bases, ça sert à rien, la progression va pas être si exceptionnelle que ça, en fait. Parce que on s'attendait à la progression. Là, je pense qu'on était, pour la saison qui arrive, la 2018-2020, on n'attendait pas une progression, on attendait vraiment quelque chose de très solide et savoir ce qu'on allait avoir sous nos yeux. Mais en fait, on a pas eu la progression dans les 2 saisons passées, en fait. Si on regarde en termes de défense, notamment, Thibodeau a fait ce crédit-là du côté de Boston quand il était assistant coach, puis quand il était coach principal aux Bulls, c'est cette dureté défensive. Ça a pas transformé la défense des Wolves son arrivée. Aussi le fait qu'on en parlait souvent avec toi, le fait qu'ils jouaient pas un peu comme tout le monde, mais que ça marchait parce que les joueurs étaient plus forts que les autres, en fait. C'est-à-dire quand ils sont pas dans le spacing à tout va moderne, dans les shoots à 3 points est très près du cercle. C'est une équipe qui joue sur ses forces et qui a des individualités qui font qu'elle peut jouer comme elle le veut, mais on pourrait attendre peut-être avec la seconde unit ou avec des line-up plus modernes. Thibodeau met pas ça en place parce que de 1, il a pas le personnel, et de 2, je suis pas sûr qu'il croit vraiment que ça va améliorer son équipe. Donc la progression, elle est freinée, alors qu'elle devrait pour moi être terminée, en fait. C'est ça, on a l'impression qu'ils progressent. Mais par exemple, pour moi, le saut qu'ils ont réalisé l'année dernière, c'est en grande partie grâce à l'arrivée de Butler et le niveau de Butler qui est, faut le rappeler, Butler, avant sa blessure, c'est un first team All NBA ou pas loin, en fait. C'est un first second team, ouais. 6 ou 7 meilleurs joueurs de la ligue. Mais, au moment où il s'est blessé, certes, Towns a un petit peu step up, c'est un petit peu a pris les responsabilités, mais en fait, pour moi, on a eu l'image qu'en fait, cette équipe sans Butler, elle aurait pas vraiment explosé, en fait. On voyait les mêmes erreurs défensives. Faut rappeler que c'est la 23e défense NBA l'année dernière. Et t'as parlé en partie de Thibodeau, on en parlera, mais pour moi, c'est un problème de système de Thibodeau. Et en fait, il y a pas cette progression. L'année dernière, ils se qualifient certes pour les playoffs, et ça avait de l'importance parce que c'était une équipe qui avait pas fait les playoffs depuis 2004, donc c'était important. Mais j'avais l'impression que la progression, c'était juste Jimmy Butler qui les portait à bout de bras, en fait, des fois. Et pour moi, l'exemple parfait, c'est ce dernier match de la saison, en fait. Contre Denver. Contre Denver, ouais, où en fait, le gagnant va en playoff, et c'est Butler qui les sort, en fait. Ouais, parce que dans ce match, Jokic et Murray font des grosses fins de match, et c'est Butler qui fait tout, en fait. Donc, Jeff Teague aussi a un rôle notable, j'ai trouvé, à la main pour cette équipe en playoff. Même il a fait des bonnes choses, mais on en revient toujours aux mêmes accusés, en fait.
c'est le jeu offensif d'Andrew Wiggins, c'est l'implication défensive de Karl Anthony Towns. On revient toujours sur ça, avec le manque de profondeur de banc aussi. Et puis, comme je dis, cette façon moderne de jouer, on se rappelle, anti-moderne de jouer, pardon, on se rappelle c'était Bjelica qui jouait au poste 3 quand Butler n'était pas là. Tu vois, encore une fois, c'est des indices. Ça peut marcher parce que quand t'as Towns, Jeff Teague et Wiggins dans une équipe contre des équipes qui tankent, ça gagne, et des équipes moyennes. Mais c'est toujours ce refus de jouer comme ça, ce refus qui est aussi par défaut parce qu'ils ont pas de poste 3 en fait. Sur le banc, ils ont pas d'ailier sur le banc pour vraiment mettre à la place d'un Wiggins ou d'un Butler si jamais l'un des deux est absent. Mais c'est tout ça en fait. C'est Thibodeau qui devient limite la caricature de lui-même en fait. Par rapport à Thibodeau qu'on caricature souvent parce qu'il fait pas jouer son banc, et c'est vrai. Il faut savoir que le 5 de départ sans surprise, le 5 de départ des Wolves, c'est celui qui a le plus joué l'année dernière en NBA. Mais en fait, je me demande si il est responsable de ça parce qu'il est lié au recrutement vu sa double casquette, mais il y a personne sur son banc en fait. Non. Quand on y regarde bien. Alors ça s'ajoute au fait qu'il fait pas jouer les bonnes personnes, on y reviendra, mais c'est pas normal que Derrick Rose soit au-dessus de Tyus Jones dans la rotation. Même s'il les fait jouer souvent ensemble, c'est pas normal. Mais quand on regarde son banc, il est faiblard en fait. Ah oui. Là, si tu regardes aujourd'hui avec les arrivées qu'ils ont fait, Anthony Tolliver c'est une bonne pioche, je pense, surtout pour apporter du spacing, si Thibodeau veut bien utiliser ce mot-là. À côté d'un Towns, par exemple, parce que, et ça va surtout les aider à 3 points, parce que Tolliver, c'est du catch and shoot à 3 points. Hein. Il fait que ça, avec 43% l'année dernière à 3 points sur plus de 4 tentatives par match, ce qui peut vraiment les aider. Après, on a Tyus Jones, qui est je pense que c'est un solide meneur backup. On est d'accord sur ça, tous les deux. C'est un très très bon, ouais, voilà. C'est un des meilleurs, je pense. T'as Gorgui Dieng. Bon, alors lui, son contrat aide pas, l'argent qu'on lui a donné, c'est pas terrible. Et après, ça se limite un peu. Là, Derrick Rose, comme tu l'as dit, mais moi, je l'oublie limite parce que pour moi, c'est une hérésie qui joue plus que Tyus Jones en 2018, ce qui est une phrase un peu horrible, hein, mais c'est vrai. Après, ils ont pas grand monde d'autre, les jeunes, et puis ils ont signé un joueur qui était fort en Europe, James Nunnally, qui était fort au Fenerbahçe. Dans le podcast de Nate Duncan, le journaliste qui suit Minnesota pour The Athletic a dit qu'il pensait que Nunnally pouvait apporter du spacing et du shoot en sortie de banc, mais bon, connaissant Thibodeau, ce serait pas surprenant qu'il soit cloisonné au banc, quoi. Donc le banc est très faible. Ouais. Enfin, pour revenir, on va pas enterrer Derrick Rose, mais par exemple, j'ai trouvé cette stat sur le blog SP Nation des Wolves, mais faut savoir que Rose, il tentait 5,1 drives par match l'année dernière, et il avait une réussite au shoot de 42%. Si on compare, ces 42%, Jamal Crawford était à 49, Jeff Teague à 47, et Tyus Jones à 51%, et Derrick Rose était dans le 14e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 14, il y a 86% de l'NBA des joueurs qui drivent mieux que lui. C'est alors quand même que c'est un driver. Il a fait sa force sur le drive quand il était à son prime, quoi. C'est ça. Et en plus, ce que note le journaliste qui a écrit cet article, c'est qu'en plus, quand on regarde les 5 qui sont les grands, justement, qui jouent le plus souvent avec Derrick Rose, c'est Bjelica et Towns. Donc, il y a même pas l'excuse du non-spacing, en fait. Parce que c'est les deux big men qui shootent le plus. Donc, on est vraiment dans inefficacité de Derrick Rose, en fait, qui a un problème parce qu'on sait que le poste de meneur backup, je sais que Tom aime le dire, et on salue Tom, hein, qui devait participer à ce podcast, mais qui est un petit peu malade, on espère qu'il va se remettre. Vous remettre Wabbit. Bah, tu peux pas avoir un meneur backup qui est aussi, un vrai poison, c'est un grand mot, surtout quand t'as Tyus Jones, on l'a dit, qui est très bon, et qui résoudrait pas mal de problèmes. Moi, je trouve vraiment que Thibodeau, on peut en parler maintenant, on se moque souvent du fait qu'il veut ramener les Bulls 2012, mais son vrai problème, c'est qu'il est bloqué en 2012. Et que sur les 6 dernières années, la NBA, elle a connu une mutation folle, et qu'il en prend pas compte, en fait. Oui, c'est bien sa propre caricature, c'est comme une grand-mère qui fait toujours les plats dans ses vieilles casseroles, et il pense que c'est les meilleures recettes et tout, mais sauf que... Après, s'ils sont bons, ça passe, hein. Oui, ils sont bons, mais si c'est pour faire jouer Derrick Rose à la place d'un jeune Tyus Jones qui est un meneur backup très solide, pour ramener Liu Holding
ou dans d'autres anciens Bulls, des Corey Brewer, et qui n'ont pas joué aux Bulls, hein, mais des joueurs voilà qui ont un pédigré de joueurs de sortie de banc. Franchement, c'est pas une chose que je trouve exceptionnelle. En plus, comme tu as dit, il a la casquette de JA, mais ce qu'il a drafté en 2 ans, parce que avec les pics échangés, c'est pas non plus hyper. Bon, Justin Patton, c'est un joueur qui était intéressant, mais qui a un développement freiné. Leur tour de draft de cette année, on va voir, parce qu'il draft aussi, il a la double casquette, donc il choisit. Mais c'est les Bulls de 2012, et tu le dis à chaque fois très bien, la mutation qu'a connue la NBA dans les années 2010, c'est l'une des plus grandes de toute son histoire, donc il faut prendre en compte tout cela. Tu peux pas être sourd à tout ça. Sachant qu'en plus, et t'as parlé de ce journaliste dont je vais pas me risquer à prononcer le nom, parce que John, vous gagnez 15 000 points au Scrabble en prononçant son nom. C'est un code Wi-Fi, en fait. Ouais, c'est un code Wi-Fi. C'est un code Wi-Fi. Et en fait, ce qu'il expliquait aussi, c'est que Thibodeau, en fait, il a une très bonne image du backcourt Rose, Tyus Jones, en fait. Et que dans son idée, il veut vraiment les faire jouer ensemble. Ouais. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est une vision 2012 de la NBA. C'est-à-dire que Tyus Jones, c'est pas un mauvais shooter, mais il va pas t'apporter de spacing, en fait. Disons que c'est un petit négatif, mais c'est pas non plus Michael Carter Williams, sur un niveau spacing. Mais si tu l'associer à Derrick Rose, c'est pas, même pour un 5 de remplaçant, c'est pas viable, en fait. Ça marche plus comme ça. Tu peux pas faire ça. Alors que, il pouvait aligner ça en 2012. Enfin, si on se rappelle des 5 de l'époque de Thibodeau, il y avait des 5 où il y avait pas 15 000 shooters, mais il pouvait tenir avec sa défense. Là, le problème, c'est que la NBA a changé et qu'en plus, il prend pas conscience du personnel qu'il a autour, parce que quand on regarde, le coach Pierre n'est pas là. Mais en fait, quand on regarde la façon dont défendre, et il y a des très bons articles écrits sur Internet, beaucoup mieux expliqués que ce que je vais le faire, donc je vous invite à aller voir. Quand on regarde la façon de défendre, en fait, le pick and roll, qui est énormément joué à NBA, vous le savez, des Wolves actuellement, c'est la même que les Bulls des grandes années de Thibodeau, quand c'était parmi les meilleures défenses de la NBA pendant 4 à 5 ans. Le problème, c'est que de 1, il fait ça avec des joueurs moins bons en défense. C'est-à-dire qu'il avait des joueurs comme un Joachim Noah ou Holden, c'était des joueurs, ils ont un QI basket, en fait, surtout défensivement, que n'ont pas Wiggins et Towns actuellement. Et aussi, c'est que les attaques savent attaquer ça maintenant. Enfin, on a tendance à dire qu'en NBA, quand vous faites une technique sur une saison, les autres équipes passent l'été à la travailler et l'année d'après, ils sont prêts. Donc là, faut savoir, en 6 ans, sa technique ice sur le pick and roll, tout le monde sait comment l'attaquer, en fait. Et pour moi, il y a ce manque d'adaptation, en fait, et c'est criant. Il y a trop de talent, et comme on en a parlé en off, mais il y a trop de talent, il y a des éclats de génie assez incroyables avec cette équipe où ils sont capables de taper les Warriors. Il faut qu'ils s'adaptent à la NBA actuellement, en fait. Tu peux pas constamment aller à contre-courant avec des recettes qui marchent plus. Après l'effectif est pas construit pareil du tout que celui des Bulls. Il avait vraiment une bonne ossature sur son banc. Là, il l'a pas. Il en est en partie responsable parce que c'est lui qui gère l'effectif, comme tu l'as dit. Mais est-ce qu'il y a pas aussi un souci de personnel? Parce que, et c'est peut-être pour ça, après, il fait jouer trop ses joueurs, mais est-ce qu'il n'en est pas obligé s'il veut maintenir les Wolves en play-off dans une conférence ouest où c'est vraiment, c'est la jungle, quoi. Je pense que c'est ça, ouais. C'est un cercle vicieux. Mais je pense que, ouais, il est obligé. C'est totalement un cercle vicieux et c'est un cercle encore plus vicieux parce que les mecs arrivent en fin de saison, ils sont cramés, et puis lui, pendant l'année, il a pas mis en confiance les joueurs qui sortaient du banc et les jeunes, donc il peut pas les faire jouer. C'est totalement un cercle vicieux. C'est un enchaînement de causes. Et surtout que là, faut donner un peu de crédit. Je sais qu'on a souvent ces débats-là, moi et Tom, c'est-à-dire, en fait, laisser le temps aux jeunes. Enfin, moi, je donne beaucoup de valeur aux jeunes joueurs du talent d'un Towns ou d'un Anthony Davis ou je sais pas quoi. D'autres joueurs de ce talent-là. Moi, je donne beaucoup d'importance à ce que ces jeunes-là aillent vite en play-off. Parce que pour moi, c'est bien beau d'être dans une équipe qui progresse, etc. Mais c'est des joueurs la finalité, c'est les voir dominer en NBA, voir un titre dans l'idéal. Et c'est t'acquiers ce niveau-là, cette expérience en allant en play-off. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'avec ces Wolves, il a pas pris assez. Thibodeau est arrivé avec l'idée d'aller en play-off et de monter très vite. Et pour moi, c'était positif. Mais il l'a fait. Et j'avais un petit peu peur de ça, et certains comme Tom l'avaient mis en avant, il a complètement sacrifié le
la progression de certains éléments jeunes, en fait, comme tu l'as parlé, ces choix draft, etc. Et là, on arrive à un moment où, ces vétérans, ils arrivent en fin de contrat, et on a l'impression que les jeunes, ils sont pas encore prêts, en fait, à prendre la relève. Ah, ils sont pas prêts parce qu'ils sont pas mis en situation. Je sais pas comment marche l'équipe de G-League, faudrait voir sur ça, est-ce qu'il y a pas mal d'allers-retours, parce que dans certaines franchises, ça a fait la force. Toronto, par exemple, a su développer vraiment son ossature du banc en lien avec son équipe de G-League. Bon, on a vu ce que ça a donné en playoff, mais bon, ça a quand même marché. Faudrait voir les liens avec tout ça, mais c'est sûr que là, s'ils se présentent demain dans une série de playoffs, ils vont jouer à 8, quoi, avec des joueurs qui seront crevés, qui ont déjà de la bouteille, mais qui ont aussi pas mal de kilomètres au moteur, et donc ça va pas... Ils vont exploser, en fait. Sauf si on a vraiment ce passage de cap des deux éléments qui doivent vraiment passer en cap, parce qu'on en parle pas, on n'a pas encore parlé de ton pote Andrew Wiggins, mais Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns, à des degrés différents, ont des paliers à franchir, et c'est peut-être le moment de le faire. C'est peut-être ça, on va en parler du coup. Est-ce que c'est pas ça aussi je vais pas parler de problème, mais une des déceptions des Wolves l'année dernière, c'est que Butler fait une saison exceptionnelle quand il est pas blessé, et c'est Butler en fait le meilleur joueur des Wolves l'année dernière. Et il y a pas de débat là-dessus, c'est Butler. Et même je pense qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur des Wolves. Et on peut avoir une petite déception par rapport à ça quand on repense à Karl Anthony Towns, aux promesses de sa saison. Et je suis pas en train d'enterrer Karl Anthony Towns, hein. Je dis juste que dans l'idéal, je pense que dans la tête de beaucoup de fans de Minnesota et des observateurs, avec cette équipe, Butler devait arriver comme lieutenant de Wolves, en fait, de Towns, pardon. Un lieutenant c'est le leader, en fait, à l'heure actuelle. Après, est-ce que c'est vraiment par défaut, ou est-ce que c'est vrai parce que Butler est tellement un super joueur de basket? C'est les deux, je pense. Je pense que Towns, les flashs qu'on a de lui, c'est irréel ce qu'il est capable de faire, mais défensivement, on attend. Et Butler, lui, il est arrivé. Ça se voyait qu'il avait envie, il avait envie de mordre, et puis il fait une grosse saison. Dommage que sa blessure les handicapés, ça l'a fait chuter des All-NBA Teams, par exemple. Mais oui, on s'attendait, en fait, les gens étaient tellement hauts sur Towns qu'on a peut-être oublié le vrai niveau de Butler. C'est ça. Oui, j'enlève rien du tout à Butler, mais je pense que dans l'idée qu'on pouvait se faire des Wolves dans le futur, dans ce bail de 2 ans dont on avait parlé, en fait, à l'époque, c'était vraiment un projet sur 2 ans, jusqu'à la fin de contrat d'un Butler. Le moment où, je parle de fin de contrat parce que pour moi, c'est pratiquement une fin de contrat. Il a une player option, mais tout le monde sait que, mis à part grosse blessure, il va pas l'activer. En fait, pour moi, à l'aube de cette saison 2018-2019, on devait avoir les Wolves dans une situation, c'était Towns le meilleur joueur. Là, pour moi, c'est pas le meilleur joueur, et c'est une semi-déception, en fait. Parce que pour les voir viser très haut, je reste persuadé que c'est Towns qui doit être le meilleur joueur et Butler de deuxième. Et là, si on arrive à ce stade-là avec le niveau de Butler actuellement, qui est un des 15 meilleurs joueurs de la NBA de très loin, là, là, on a une grosse équipe. Actuellement, on l'a pas. Exactement. Là, t'as une grosse équipe. Et si Towns augmente son niveau, ça va surtout être défensivement. Et donc là, de cause à effet, ça va être toute la défense et donc le système Thibodeau qui va en être gagnant. Et là le plafond des Wolves va vraiment monter, ce qui pourrait peut-être même encourager Andrew Wiggins à être une 3e option viable. Parce que c'est un bon joueur, Andrew Wiggins. Il monte des choses, il fait ses stats, elles sont certes dans le vent et compagnie. Mais si il voit que devant, ça commence à vraiment monter en grade, pour moi, tous les sportifs ont un énorme ego. J'ose espérer qu'il va faire pareil. Ou alors, il y a des questions aussi s'il aime vraiment ça et qu'il a vraiment envie. On se pose ces questions-là avec Wiggins. J'ai espoir que si Towns monte la voie, l'orgueil de Wiggins va rentrer en jeu. Il y a de ça, ouais. Wiggins, je suis en train de me dire que Wiggins, après Carmelo, je pense que c'est le joueur universellement on tape le plus sur lui. Tout le monde tape sur Wiggins, et il y a de quoi d'un côté, parce que c'est Jeff Green, c'est un joueur tellement frustrant. Oh non, cette comparaison. Non, mais il est d'une frustration, il est assez frustrant, Andrew Wiggins. Après, moi, encore une fois, pour revenir à cette question de défense, je pense vraiment c'est beaucoup de on parle beaucoup de son envie, c'est vrai qu'il est,
Il y avait une stat qui était sortie qu'en gros, des fois, shooter, c'est 538 qui avait sorti ça, que shooter contre Andrew Wiggins, des fois, ça revenait au même qu'avoir un shoot ouvert pour beaucoup de joueurs NBA. C'est quand même assez dramatique. Mais t'as l'impression que c'est de l'envie, mais c'est aussi un peu de l'intelligence de jeu, des fois, des pick and roll, etc. Et ça, c'est des trucs, j'avais espéré, vous comprendrez que moi, j'ai une grosse déception envers Thibodeau, l'expérience Thibodeau pour l'instant, mais j'avais espéré que Thibodeau allait, sous Thibodeau, ils allaient acquérir ça, en fait. Et ils l'ont pas encore prouvé. Alors qu'on entre année 3, pour moi, le temps de la patience, il est terminé. Maintenant, je veux de l'amélioration et qu'elle soit notable. Et je l'ai pas. Et par rapport, juste pour Wiggins, c'est dingue de se dire qu'il a signé sa prolongation entre en vigueur, là, mais on a l'impression que tout le monde pense qu'il va être tradé dans un an. C'est de sa faute ou c'est... Il y a des deux, mais il est coupable un peu dans la situation, quoi. Il est tellement arrivé avec une hype énorme. Il a tellement, on en parle tellement depuis son jeune âge que, et puis en plus, si on y regarde vraiment, il a déçu à tous les étages. Même à Kansas, il a déçu Andrew Wiggins. Il a jamais vraiment pris en main une équipe, être le leader et faire des choses intéressantes, hein. Je note juste un truc que t'as dit il y a 2-3 minutes, qu'on va en parler. T'as reparlé de plafond avec cette équipe et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que moi, même avec eux, j'ai un peu du mal à voir où est leur plafond, leur plancher. Mais juste par rapport à Wiggins, juste que il faut que je livre ma théorie aux auditeurs. En fait, il y a pas mal de bruit par rapport aux tensions à l'heure actuelle au sein des Wolves. Et pour moi, on est à un stade où il y a trop de fumée pour qu'il y ait pas de feu, en fait. Faut se rappeler, on parlait de l'insider qui suit les Wolves pour The Athletic. Il expliquait il y a quelques mois de ça, je cite: je pense qu'il y a un problème dans ce vestiaire, les joueurs ne se détestent pas comme Shaq et Kobe, mais il y a une déconnexion qui a besoin d'être adressée pour que cette équipe prenne son envol. Le principal problème concerne l'alchimie de cette équipe et en particulier la relation entre Jimmy Butler et ses plus jeunes coéquipiers Wiggins et Towns et la recherche continuelle d'une entente entre Towns et Wiggins. Faut savoir qu'après ça, mi-avril, Zach Lowe et Windhorst ont expliqué que c'était pas bon et récemment, Joe Coley du Chicago Sun-Times a expliqué que Butler n'avait assez de l'attitude nonchalante de ses coéquipiers, en particulier Karl Anthony Towns. Donc là, pour moi, quand 3 journalistes, surtout des Zach Lowe, Windhorst qui sont bien informés, commencent à dire qu'il y a du grabuge, pour moi, c'est assez pour moi, j'affirme que ça se passe pas bien. Et je pense qu'en fait, Butler, et je t'en ai déjà parlé en off, mais Butler, faut savoir qu'il a déjà eu des différends avec Derrick Rose. Et je pense qu'en fait, quand on regarde un peu, là, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais quand on regarde un petit peu la carrière d'un Butler, c'est vraiment quelqu'un qui vient un peu de nulle part, qui a une histoire personnelle très très difficile, et qui en fait, c'est l'exemple type du col bleu, en fait, qui se bat, qui à force de travail est devenu un des tout meilleurs joueurs de la NBA grâce à Thibodeau, etc. Et en fait, je pense que il doit avoir énormément de mal à avoir des joueurs qui, comme Towns, comme Wiggins et comme Rose à l'époque, en fait, eux, ils ont un peu eu le cursus honorum parfait, c'est des gros prospects lycéens, ils font les grosses facs, premier choix de draft les 3, et en fait, je pense qu'il y a peut-être, vis-à-vis de ça, lui, il se dit, je suis meilleur que ces gars-là, en fait, et c'est pas normal. C'est que moi, je me donne à 300% parce que je pense que c'est un des plus gros bosseurs de la NBA, il y a pas de souci là-dessus. Et en fait, il doit avoir une espèce de forme de frustration, en fait. Parce que ces mecs-là c'est difficile de parler de talent naturel, mais je pense qu'ils sont plus talentueux que lui, mais il est meilleur qu'eux, en fait. Et en tant que coéquipier, je pense que c'est un mec qui a beaucoup d'exigences vis-à-vis de ses équipes, et ça a dû être insufflé par Thibodeau, et le caractère dur de Thibodeau, il doit avoir une forme de frustration, et c'est pour ça que je pense que ça matche pas avec ces mecs-là. Quand t'es hyper exigeant avec toi-même, tu l'es avec les autres. Ouais. C'est quelque chose quand t'attends à ce que les autres c'est un message subliminal pour moi, ça? Non, pas du tout, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est quelque chose de, quand t'es hyper exigeant avec toi, quand tu travailles beaucoup, quand tu t'entraînes beaucoup, t'attends à ce que les autres le fassent. Puis oui, t'as parlé de cursus honorum, mais c'est vraiment une image qui est vraiment réelle. C'est les AAU, ils ont fait McDonald's All-American, ils étaient pris dans les top 100 lycéens, ils étaient hyper hauts. Butler, c'est un mec qui a eu des soucis avec ses parents, qui a été dans une fac de seconde zone. Bon, Marquette, c'est une fac de seconde zone, qui a été pris au 2e tour de la draft, qui s'est fait tout seul, en fait, qui a monté les étapes, qui a été MIP. Il a gravi les échelons pour devenir All-Star. Et compagnie. Donc ouais, il y a cette forme-là, et c'est pour ça, et je t'en parlais, que moi, sa free agency, je la vois
elle m'intrigue beaucoup en fait. Le choix Ouais, qu'il va faire. T'avais une théorie intéressante par rapport à ça. Enfin, vas-y. Ouais. Ouais, parce que là, on est dans les associations de superstars, les gens qui vont chercher plutôt les bagues. Et moi, ça m'étonnerait pas que Butler, peut-être qu'il a pas envie de s'associer avec n'importe qui, avec des joueurs qui ont pas la même éthique de travail que lui, par exemple, et donc qu'il aille chercher un gros chèque, qu'il le mette, il est déjà à l'abri, mais qui vraiment le mette totalement à l'abri sur des générations, et qu'il aille être le leader d'une équipe où il y a autour de lui, il peut former des soldats avec lui, qu'il aille pas. Tu vois, tu parlais de Towns et de Wiggins, on le lit aux Sixers, mais Embiid et Simmons, je le vois pas non plus très bien s'entendre avec ces mecs-là, tu vois. Oui, mais c'est pour ça, moi aussi, j'ai énormément de mal avec la rumeur persistante de lui et Kyrie aux Knicks. Oui, voilà, pas pareil. Aux Knicks, alors, déjà. Ouais, tu vois, faut rien, on le dit, maintenant, ça va être le titre du podcast. On n'exclut rien du tout. La NBA, c'est de la folie, ça se trouve, dans un an, il est aux Knicks avec Kyrie, peut-être. Mais. Alors là. Pour moi, ça ressemble pas au mec. J'ai l'impression, je commence à cerner un peu le personnage, enfin, j'espère, enfin, je cerne un peu le personnage, et ça lui ressemble pas. Même Los Angeles avec LeBron, enfin, une des rumeurs persistantes, je trouve pas que ça lui ressemble non plus, en fait. En fait, Minnesota, ça lui ressemble si Towns et Wiggins deviennent des soldats. C'est clair. Qu'ils prennent un peu de son éthique de travail. Donc les choix qu'il va faire, moi, m'intriguent beaucoup. Et je pense que j'aurais tort, parce que il y a les pressions aux alentours, et puis il doit bien quand même s'entendre avec des superstars de la NBA. Kyrie en a un exemple, potentiellement, avec notre Team USA en 2016, on sait qu'il était extrêmement proche. Mais j'ai ce petit doute dans le coin de ma tête qui me fait dire que peut-être il va aller à contre-courant. Et par rapport à ça, faut aussi parler à l'heure actuelle, on parle contrat, il y a aussi Karl Anthony Towns, qui est éligible à un contrat, faut savoir, à une prolongation. Par exemple, Booker l'a signé. Porzingis aussi. Et ça traîne pour l'instant. Ça traîne. Pour vous donner des petits détails, à l'heure actuelle, si il fait une All-NBA team ou qu'il gagne le titre de défenseur de l'année prochaine, il peut prétendre à 5 ans, 190 millions. S'il n'est pas qualifié pour ce qui est le Supermax, en réalité, il peut espérer 158 millions. Et à ce sujet-là, Windhorst, qu'on signe souvent un des insiders les mieux informés d'ESPN, expliquait récemment, je cite, rien ne se passe actuellement, le fait qu'il ne se passe rien actuellement est fou. Selon moi, je pense qu'il va le signer, parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple de joueurs qui ne l'ont pas signé. Ah oui, c'est pour moi, la question est la suivante. Quel type d'accord aura-t-on? Une extension au max de 5 ans, et pour moi, il dit la chose la plus importante là, et surtout, est-ce qu'il a envie d'être ici, en fait? Ouais, t'avais bon, c'est que des rumeurs, hein, mais on le liait avec Booker et compagnie. Même si ça allait pas se faire, ça illustre quand même quelque chose, tu vois. Et les rumeurs, peut-être, qui voulaient jouer avec Booker. Et puis tous les joueurs peu de joueurs ont prouvé ce qu'il a prouvé autant à son âge. Il y a des mecs qui ont bien prouvé, qui ont eu leur extension, et lui, il l'a pas, il attend encore. Je pense, de ce qui se passe, ils lui ont proposé, je pense que là, il l'utilise. On sait que les joueurs, à ce stade de leur carrière, ils ont pratiquement aucun moyen de pression, en fait. Donc je pense que son moyen de pression à l'heure actuelle, je suis plutôt d'accord avec Windhorst, je pense qu'il va la signer, parce que tu peux pas refuser, en fait. C'est jamais, Towns, c'est un mec qui a joué tout le temps les 82 matchs, il a un gros temps de jeu pour un pivot, on sait jamais ce qui peut se passer, donc il va assurer l'argent. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, là, c'est un espèce, il joue le coq, en fait. Il montre que je suis pas super heureux de ce qui se passe à l'heure actuelle. Ouais, puis, c'est ça. J'ai rien à rajouter, quoi. Puis, il y a aussi j'y pense, on va arrêter notre analyse psychologique des joueurs de Minnesota. Oui, il y a aussi un élément, c'est peut-être, tu regardes, je vais pas parler de fun, mais t'as l'impression quand tu regardes, par exemple, on parlait des Sixers, il y a Simmons, il y a Embiid, et il y a une espèce d'un élan de fraîcheur, en fait. T'as l'impression que Towns et Wiggins, depuis l'arrivée de Thibodeau, on leur amène juste les vétérans du Vietnam. Non, mais tu vois, il y a peut-être ça aussi qui joue. Parce que on parle de l'exemple d'un mec comme Booker, c'est des équipes où les joueurs du cœur de l'effectif, ils sont jeunes, en fait. On leur a enlevé Zach LaVine, en plus. On leur a enlevé Zach LaVine dans un trade où... Enfin, moi, j'aime bien le comparer, le trade là, au Paul George Oladipo. Paul George Oladipo, maintenant, je pense qu'on peut dire que les deux franchises sont gagnantes. Le Butler LaVine,
je sais pas qui est gagnant à l'heure actuelle. Et selon ce qui se passe dans un an, ça se trouve, on aura peut-être 2 perdants. C'est clair. 2 perdants. Chicago qui a donné beaucoup d'argent à la ville, qui a drafté Markkanen, ce qui était bien. Mais ouais. Peut-être 2 perdants pour un trade, ça peut arriver. Personne ne gagne. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. On leur a ramené Jamal Crawford. Taj Gibson, je pense que c'est un bon joueur pour le mettre à côté de Towns et Wiggins, mais Jamal Crawford. On va leur ramener Lou Holding. Aaron Brooks, Lou Holding, si on leur ramène Joakim Noah, si on leur ramène, ce que t'as dit tout à l'heure, les joueurs qui sont venus faire un workout Wolves, quoi, les Aaron Aflalo, Corey Brewer. C'est des joueurs de 2012, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais et parce qu'ils ont pas réussi à trouver à la draft, et aussi parce que Gorgui Dieng les bloque avec son contrat, ils ont pas réussi à trouver ces joueurs dans une moyenne d'âge plutôt jeune, mais aussi quelque peu expérimentés, qui pouvaient venir apporter quelque chose. Tolliver, c'est différent. J'aime bien cette signature, moi, personnellement. Je suis moins chaud que toi là-dessus, mais ouais, je comprends. C'est surtout qu'on arrive à un stade, selon moi... Il fallait remplacer Bjelica aussi, qui est retourné en Europe. Mais on arrive à un stade où, en fait, ils parlent de timetable, les Américains, mais un peu... Les trajectoires se complètent pas du tout, en fait. Parce que Towns et Wiggins sont pas explosés assez vite, c'est-à-dire que Butler, si jamais il re-signe à Minnesota, on va peut-être arriver dans une situation où au moment où il commence à décliner, les autres sont pas au sommet, en fait. Et là, c'est ce qu'on pouvait espérer. Enfin, moi, j'espérais, au moment de l'arrivée de Butler, qu'en 2019-2020, disons, tout le monde soit au top, en fait. Que Butler soit encore assez jeune pour être au top de son niveau et que Wiggins et surtout Towns aient explosé. J'ai pas l'impression qu'on ait ça à l'instant. On va un petit peu, après une analyse psychologique de l'effectif, on va peut-être un peu parler de leur ambition. Ils ont fini l'année dernière à 47 victoires, 35 défaites. Ils ont perdu au premier tour des playoffs. Et moi, il y a un élément que je trouve assez marrant, c'est qu'on a parlé du fait que l'effectif n'a pas bougé. Et pourtant, Vegas les projette à 44 victoires. 3 victoires de moins, alors que l'effectif n'a pas bougé et que Towns et Wiggins, en théorie, devraient revenir meilleurs. Parce que tout ce qu'on dit depuis 3 mois, c'est pas bon. Leur terrain, les soucis relationnels, j'ai lu comme quoi aucun des 3 joueurs n'a passé de temps ensemble cet été, quoi. Ni pour s'entraîner, ni pour... Alors je sais, chacun a ses amis, chacun fait ce qu'il veut de son été, il y a pas de problème, mais dans les autres franchises, des fois ça passe du temps ensemble, ça peut s'entraîner, ça peut aller à Los Angeles s'entraîner, ça peut faire... Là, rien du tout. Donc, est-ce que le hors-terrain a joué dans les prédictions de Vegas potentiellement? Ce qui a joué aussi, c'est le renforcement d'autres équipes à l'ouest. Je pense que ça leur fait mal. Le fait d'être dans la division la plus dense de la NBA, peut-être pas la meilleure, mais la plus dense. Je pense que c'est la meilleure aussi, mais c'est un autre débat. Le fait de LeBron qui arrive à Los Angeles, donc un concurrent de plus avec les Lakers, tout ça fait sûrement baisser le over-under des Wolves. Ouais. Oui, mais ça s'explique assez. Après, pour revenir à ce que j'ai mis de côté tout à l'heure, où est-ce qu'on place cette équipe, en fait, dans l'espèce de power ranking? C'est délicat. Parce que le power ranking de l'Ouest, il est difficile à faire à l'heure actuelle et je sais pas où les placer. Enfin, pour moi, le pendant, en fait, des Wolves, c'est les Nuggets. C'est-à-dire que c'est des équipes qu'on a beaucoup comparées parce qu'elles ont bougé. On avait l'impression qu'elles devaient exploser en même temps. On est à un stade où je sais pas qui mettre, enfin, je sais pas dans quel ordre on est à l'heure actuelle. Je pense que les Wolves restent intrinsèquement plus forts, mais je serais pas étonné de voir les Nuggets meilleurs l'année prochaine. Et aussi, je pense que c'est 2 équipes qui peuvent exploser, mais les Wolves vont imploser. Je pense que c'est les Wolves en interne, ça va leur poser des problèmes. Là où je peux imaginer que les Nuggets soient différents dans un an, mais les différences, ça sera surtout lié à peut-être un nouvel échec, pas de playoff ou des playoffs décevants, en fait. J'ai vraiment l'impression que les Wolves, ça peut être en interne que ça explose. Et encore une fois, faut se méfier, on n'a pas tous les éléments, je sais, mais il y a quand même beaucoup de fumée. Il y a beaucoup de fumée, et puis, ouais, après, dans cette division, j'ai même du mal à situer Utah ou Portland. Hein. Utah, il y a énormément de... On n'a pas le temps parce que le début de saison va arriver. Les gens aiment Utah, j'ai l'impression. Utah pour moi, Utah, c'est tous les ans, j'ai mon équipe survendue, je pense que c'est Utah à l'heure actuelle. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi.
on te les place avec l'avantage du terrain à l'ouest, hein. Pas mal de fois. C'est très haut. Ce qui, pour moi, il y a des prédictions, ils sont mis 3e à l'ouest, c'est très... Ouais, c'est super. C'est généreux, quoi. Alors que si tout se passe bien à Minnesota, pour moi, c'est plus fort. Ah, tu vois, rien que là, Minnesota, moi, c'est je navigue à vue, je sais pas du tout. Hein. Je navigue, ouais, entre 4 et 8, 4 et 9. Mais alors, ça, c'est catastrophique. Est-ce que tu les vois, oui, déjà, est-ce que tu les vois rater les playoffs? On sait jamais. Avec Thibodeau qui couvre pas son banc, un mec qui se pète et le calendrier qu'ils ont en fin de saison tu veux que je le rappelle maintenant? Oui, vas-y. Qui au mois de mars-avril, ils jouent 2 fois Washington, 2 fois les Warriors, 2 fois OKC, ils vont 2 fois à Denver, ils jouent Portland, Toronto, Philadelphie. Les Clippers et les Lakers aussi. Imaginons que ça arrive fatigué de mecs qui ont joué entre 35 et 40 minutes toute l'année, avec un banc pas ouvert, des rotations faiblardes et qui sont pas préparés pour jouer ce genre de match, avec des équipes qui en face, elles, peuvent arriver à un point culminant. Et là, ça peut faire une série pas jolie, hein. Et là, tu peux te retrouver à potentiellement pas aller en playoff, ce qui serait une catastrophe. Totalement, oui. Après, moi, je sais même pas si... En fait, pour moi, on est à un stade où je pense que ça s'est compris, je crois plus trop à Thibodeau, mais j'ai peur que si ils vont en playoff, sachant que c'est une équipe, enfin, dans l'histoire récente des Wolves, aller en playoff, c'est déjà une bonne saison, en fait. Ce qui, pour d'autres franchises, c'est pas une bonne saison, mais pour eux, ça sera une bonne saison. J'ai peur que le Glenn Taylor, le proprio, ne vire pas, en fait, Thibodeau. S'ils font les playoffs, pour moi, il est pas viré, alors que je pense qu'on est à un stade où il faut le virer. Je pense que l'expérience, elle est pas concluante. On parle souvent de ce podcast-là, Gulliver et Sharp, le podcast de Sports Illustrated, qui avait mis Open Floor, oui, exactement, qui avait mis Thibodeau dans les coachs potentiellement en danger. Selon moi, c'est celui qui devrait être le plus en danger de la NBA presque. Hein. Ah ouais? Je pense. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, je sais que je suis assez pessimiste sur le dossier, mais moi je suis atterré du niveau des Wolves, honnêtement. Ouais, plus qu'atterré, on est vraiment déçu, je pense. C'est une déception. C'est le manque d'adaptation, en fait. La NBA, maintenant, c'est de l'adaptation, et à lui de nous surprendre, mais ça a l'air d'être un petit peu un coach têtu, et... C'est une comparaison un peu foireuse, hein. Mais il nous ferait pas une petite Jay Gruden? Alors, il faut ça, oui, totalement. Parce que, faut savoir. Alors, on va expliquer, je te laisse expliquer ou j'explique? Vas-y, tu regarderas. Jay Gruden, c'est un nouveau, le coach des Raiders d'Oakland en NFL, qui n'avait pas coaché depuis 2007, qui était un commentateur très connu pour ESPN en NFL, qui a gagné un Super Bowl, au début des années 2000 avec Tampa. Et donc il revient cette année après 10 ans, qui signe un contrat monumental de 10 ans et qui en fait fait n'importe quoi parce qu'il dit moi je connais, je vais refaire comment on fait avec mon équipe à la fin des années 90, j'ai mon système, le jeu NFL qui est beaucoup plus basé sur la passe maintenant n'a pas changé et compagnie, voilà. Et donc c'est une comparaison qui me fait rire, moi. Et je t'avoue que j'avais vu un tweet qui m'avait fait rigoler parce que faut savoir que ce fameux Gruden a échangé son meilleur défenseur, qui est juste un des meilleurs joueurs de la NFL, qui l'a échangé, hein, pour pas le re-signer. Et j'avais vu un tweet qui m'avait fait marrer, qui avait expliqué que l'équivalent NBA de ça serait les Wolves qui trade voilà, tu vois, Karl Anthony Towns, en fait. C'est pour ça que ça m'a fait rigoler quand on a parlé, parce que pour moi, ça serait un petit peu équivalent. Honnêtement, je pense qu'on est à un stade où le proprio, je pense qu'on demande au proprio de faire le choix entre Towns et Thibodeau. Thibodeau peut s'inscrire à Pôle emploi. Je pense que à l'heure actuelle, il n'y a pas de doute, mais il reste le fait que c'est 2 années qui, pour le développement de la jeune équipe de Minnesota, c'est pas super bon, tu vois. Je suis assez déçu. Après, comme tu l'as dit dès l'entame, ils sont pas dans un contexte favorable, en fait. L'Ouest est tellement blindé, tu suffoques si t'es une jeune équipe, en fait. Ouais, c'est clair. Soit tu choisis de développer et tu auras pas de bons résultats, soit tu choisis d'être compétitif et tu vas sacrifier un peu des jeunes. Mais je pense que l'équilibre, il aurait pu être mieux trouvé. Il aurait pu être mieux trouvé, et puis on saura jamais vraiment en fait ce que les jeunes vaut, parce qu'on dit que ils ont mal drafté, oui, mais s'ils sont pas mis dans des super bonnes conditions non plus. Les jeunes joueurs, c'est le développement, il doit être fait selon leurs forces à eux, essayer de les mettre en confiance. Dans certaines franchises, ça se fait très bien.
Là, les Patton, Okogie, même Bates Diop, qui est un joueur que t'avais pris, je pense, au premier tour de la draft, dans notre mock draft, oui, ouais. Qui est un j'ai bon peur joueur qu'il ait pas de temps de jeu, en fait. Ah non, je pense qu'il aura, alors que le poste 3, parce qu'il peut jouer 3, 5, 3, 4, poste 3 aux Wolves en sortie de banc, c'est no man's land pour l'instant. Parce que Thibodeau l'a prouvé en playoff, quand il veut s'aligner sur une équipe qui joue small ball, il décale Butler en 4 et il fait jouer Rose en arrière, en fait. Rose et Tig. Donc, je sais pas si Diop aura, sachant en plus qu'on sait la confiance que donne Thibodeau à des rookies, il aura pas, alors que sur le papier, ça peut être un complément parfait, en fait. Même Bien si, sûr. il a pas un niveau d'un top 15 de draft, ça peut être pas mal, mais je pense pas qu'il aura la confiance. C'est clair. Enfin voilà. Constat assez, n'hésitez pas à réagir, je sais que là on a peut-être été assez dur. Après, pour moi, c'est une équipe qui fera quand même les playoffs, je pense, entre, disons, 6 ou 8, peut-être 5, quelque chose comme ça. Mais, vu sur le papier et vu les flashs, c'est décevant, en fait. Surtout qu'on a une saison charnière, c'est pour ça que je sens un peu le souffre, moi. J'ai un petit peu, mais on verra. C'est de la dureté due à la déception. Ouais, en fait, je pense. C'est ça. Et nous, faut pas trop tarder, hein, faut pas trop qu'on tarde parce que on a pas mal de choses à dire dans l'overtime, donc on se retrouve juste après la pause. L'overtime est assez chargé. On a quoi? On a un petit quart d'heure pour en parler. On va commencer par la retraite de Boris Diaw, je pense, Alan. Moi, j'ai la sensation que là, on a vraiment une page qui se tourne, enfin, le début de la page qui se tourne. Parce qu'il y a eu la retraite de Boris Diaw, j'ai lu une interview aujourd'hui de Parker qui explique que c'est sûrement sa dernière saison. On a eu la retraite de Ginobili. Il se passe un truc pour le basket international. Enfin, si on éjecte, on va dire, les Américains, parce qu'on sait que Dirk, il doit pas lui rester bien longtemps. Pareil pour Pau Gasol. La page est en train de se tourner, là. J'aurais peut-être fallu que Parker raccroche aussi. Je sais pas si c'est vraiment bon pour sa légende. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si c'est vraiment bon pour lui, quoi. Aller faire une saison à Charlotte, faire des photos dans la salle de sport avec Batum, c'est sympa, mais ça aurait été peut-être mieux qu'il fasse comme Ginobili, quoi, qu'il parte en même temps. Ouais, Dio, c'est vraiment une page qui se tourne, et c'est un joueur qui a pas mal bourlingué en NBA, et c'était vraiment un joueur sympa à suivre, et même avec l'équipe de France aussi. Mais moi, c'est assez rare quand on regarde un joueur qui prend sa retraite, t'as toujours 2-3 journalistes, qui en parlent, mais là, unanimement, tout le monde a dit super mec, la personnalité, etc., que les Américains adoraient. Ouais. Et franchement, quand t'as quelqu'un qui prend sa retraite dans le milieu sportif et que tout le monde le salue, tu peux te dire que c'était quelqu'un de bien, en fait. C'est clair. Avec des anecdotes, ils ont tout le monde la connaît, je pense, mais il y a cette anecdote énorme où, en fait, ils sont en camp pré-draft et il rentre avec en claquette et avec un café à la main. Donc déjà, je pense qu'on imagine toute la scène dans la salle des Suns. Et en fait, il voit une espèce, tout le monde a déjà dû voir ça pour le combine, il y a des marques, en fait. Et il demande à son GM, mais c'est quoi la marque, là? Et il fait, en fait, c'est la marque de Stoudemire, et personne n'a sauté aussi haut. Il retire les claquettes, il pose le café, il saute, il tape la marque de Stoudemire et il fait, oh, c'est pas si difficile que ça, en fait. Tu vois, c'est de la personnalité, c'est énorme. C'est clair. Puis même, comme tu l'as dit, au niveau de l'équipe de France, c'est le capitaine et c'est une personnalité, en fait. Et moi, on sait que je suis attaché au hors-terrain et j'aime bien les personnalités. Ouais, c'est clair. Puis même, c'est un joueur qui a marqué un petit peu son empreinte, le début de quand on regardait la NBA, quoi, avec Phoenix. Après, il est champion avec San Antonio, c'est une grosse carrière MIP avec Phoenix, grosse saison, 2006-2007. Après, voilà, il va à Charlotte, c'était un peu plus compliqué. C'est la personnalité de Boris Diaw, il s'engueule avec le coach et compagnie. Et à côté, c'était Paul Silas. Paul Silas, bien sûr. Donc, voilà. C'était Paul Silas, et puis après, voilà, il finit sa carrière avec les vieux briscards aux Spurs, et puis il gagne le titre. Mais après, à Utah, je pense qu'il faudra demander à Gobert, mais il a été utile peut-être dans le développement de Rudy. Ouais, totalement. Puis oui, c'est vrai que c'est une carrière, le fait est que Parker a tellement une carrière monstrueuse, en fait, même à l'échelle de l'NBA, en fait. On peut être tenté de pas vraiment voir que Boris Diaw a une meilleure carrière que plus de 80% des joueurs qui ont foulé un terrain NBA, en fait. C'est clair. Parce qu'il a cette, on le rappelle tout le temps, mais il a cette période où
il a un rôle prépondérant dans la finale contre LeBron et le Heat. Ouais. Où vraiment défensivement, moi j'avoue que c'est un des top 5 moments NBA où j'ai le plus halluciné quand il prend LeBron dans un contrat et qu'il lui pose de vrais problèmes. C'est assez incroyable, enfin c'est inattendu, ça prouve du talent du joueur en fait. Malgré la décontraction, t'as l'impression c'est un talent exceptionnel. Et après on en reviendra un peu pour le sujet Hall of Fame aussi. C'est vrai que ça dépend un peu aussi du moment où on a regardé la NBA, parce que moi je sais que je suis arrivé un poil plus tard et donc du coup j'ai pas eu cette occasion de voir beaucoup ces Suns 2007, tu vois. Mais oui, clairement c'est une petite perte. Après, sachant qu'il y a eu il s'est retiré de la NBA, qu'il a joué en France et ensuite il se retire, on va dire qu'on avait déjà un petit peu, je vais pas dire oublié, mais on avait déjà un petit peu anticipé la retraite. En fait. Page, ouais. Oui, c'est plus dur qu'à quelqu'un comme Ginobili qui du jour au lendemain, boum, s'arrête. Même si je sais que nous deux, on n'est pas du tout des bons exemples, parce que la retraite des sportifs, ça nous fait rien du tout. Sauf peut-être nos idoles, tu vois, ou les joueurs qu'on est vraiment hyper attachés. Tu sais même pas. Tu sais, Thierry Henry, c'était mon idole, retraite, ça m'a rien fait du tout. Ouais, enfin, bref. Après, quand tu pars au foot, quand ils partent aux États-Unis et compagnie, c'est différent. En Chine, oui, tu vois, oui, tu vois. Si t'es fan de Totti, peut-être que ça t'a fait un truc quand il a arrêté, je sais pas où. Ça doit être différent. Ouais, mais enfin, en tout cas, voilà, énorme carrière et bravo. Je suis pas très bon pour ce qui est des célébrations, donc je pense que des discours, on peut enchaîner sur le Hall of Fame. Malheureusement, c'est exactement la même chose en fait qu'il faut faire pour le Hall of Fame. Très grosse cuvée dont les principaux représentants, sont Ray Allen, Steve Nash et Jason Kidd. Ouais. Je vais te faire une réflexion et moi, en regardant cette cuvée et surtout le flot de commentaires, le flot d'éloges sur Steve Nash, je me suis dit, ok, je suis toujours dans la génération d'après. On est toujours sur des classes de Hall of Fame où je peux pas comprendre exactement tout. Parce que Steve Nash, j'ai totalement conscience qu'il a marqué la NBA, que c'est un joueur exceptionnel et une légende de la NBA, mais quand j'ai vu certains tweets et commentaires sur Steve Nash qui vraiment certains parlaient de ce joueur-là comme leur idole, moi je me suis dit, tu vois, je suis arrivé trop tard pour complètement comprendre le truc. Ou alors, à l'époque où il était comme ça, il y avait des joueurs qui marquaient plus, parce que moi, quand j'ai commencé à regarder un peu loin, c'est les périodes où il est MVP, bon, il y a des gens qui disaient, oh, il aurait pas dû l'être, ça aurait dû être, je crois que c'était Shaq une fois, on aurait dit, c'est Shaq qui doit l'avoir la première année. Mais moi, quand il était à son prime, ça a jamais été non plus, je me lèvais pas pour voir Steve Nash. Alors c'est peut-être très, très personnel, hein, mais t'avais déjà à l'époque, des énormes joueurs, et qui sont d'ailleurs des joueurs plus de notre génération d'ailleurs, à nous. Parce que c'est un joueur d'esthète, sans être péjoratif. Sans être péjoratif, je pense que c'est un joueur un peu d'esthète. C'est un joueur d'une équipe qui était très très hype et dans le milieu des années 2000, cette équipe des Suns avec qui jouait d'Antoni, Sean Marion, avec Sotomayor, Boris Dio. Et d'autres joueurs comme Tim Thomas et des joueurs qui sont un peu plus dans l'ombre. Leandro Barbosa et j'étais dans cette équipe, était très hypé aussi, les joueurs adoraient Leandro Barbosa. Mais ouais, je vois totalement ce que tu veux dire et je suis plutôt d'accord. Allez, à cette époque-là, quand t'aimais les Suns, c'était un petit peu pour te différencier. Tu vois, Oula, il va se faire des ennemis. Non, mais c'est vrai. Non, après je comprends, c'est une équipe, j'ai l'impression, tu vois, quand tu regardes les gens qui ont vécu les Suns, c'est un peu une équipe, c'est une des meilleures équipes de sa génération, mais t'as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait ont une relation particulière avec cette équipe, plus qui dépasse le simple cadre du niveau en fait. Tu vois, je vois pas des personnes avoir une relation comme ça avec les Pacers récemment, tu vois. Non, mais c'est une équipe quand même qui aurait pu aller en finale NBA. Hein. Elle aurait pu y aller, elle perd. Elle rate des gros matchs. Après, il y a l'équipe des Suns plus tard aussi, avec Jason Richardson et compagnie là, contre les Lakers, ça plus 2009-2010, là aussi c'était une grosse équipe avec Nash. Mais oui, Steve Nash, ça reste un des meilleurs meneurs des années 2000, oui. Mais moi, il m'a jamais transcendé non plus. Et oula, alors là je sens qu'il insiste, et surtout c'est un joueur qui je parlais de l'évolution de la NBA récemment, c'est un joueur qui, s'il avait mis le pied maintenant en NBA, ça aurait été un massacre quand même, faut en avoir conscience. Hein, tu mets, je pense, le Steve Nash niveau MVP, tu l'incorpores dans la NBA de maintenant,
clairement, sachant que ça fait partie, on a parlé de ces Suns, des équipes qui ont influencé la façon dont on joue maintenant. C'est clair. Ça serait très fort. Deuxième joueur dont on va parler, Ray Allen, en tant que supporter insupportable de Boston. Je vais te laisser en parler pendant. Vas-y, parle de Ray Allen. Mais déjà, c'est bien parce que là, dernièrement, ces dernières années, quand on essaie de créer des choses, bon, moi, en fait, je m'en fiche. Ray Allen, il est venu en 2008 quand vraiment on sortait de saison galère où même moi, j'étais petit et ça me plaisait pas de regarder cette équipe-là. Et donc là, on en était, c'est Ray Allen, Kevin Garnett qui débarque. Ça fait 2 finales en 3 ans. Ça fait des campagnes de playoffs énormes. C'est des matchs où il t'en plante 60 en playoffs à Chicago en 2009 quand on avait des blessés et compagnie. Il rate ses finales 2010. Je dois quand même toujours le dire et je le dirai à chaque fois. Il les rate. et s'il est meilleur, je pense que on gagne ses finales. Mais c'est un joueur qui a marqué. C'est un. Puis la pureté du geste est magnifique à voir jouer, quoi. Ray Allen, c'était vraiment. Si les Splash Brothers n'existaient pas, c'est lui le meilleur shooter à 3 points de tous les temps. Mais j'y pense pendant que tu parles. Est-ce que c'est pas la classe d'esthète en fait? Ah. C'est aussi un joueur d'esthète, je trouve. Ray Allen en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il a été aussi avant gros scoreur. C'était option numéro 1. Oui, c'est ça. Aux Sonics, aux Bucks, même avant. Il a eu différents rôles dans sa carrière. Il a toujours su s'adapter parce que même son shoot avec le 8 en 2013. Il reste iconique aussi. Ouais, c'est ça. Puis ce qui reste vraiment, tu vois, je trouve que c'est cool qu'on puisse parler de ces joueurs-là. Alors je sais que il y avait eu par rapport à un moment le fameux épisode avec Greg qui a eu beaucoup fait parler. Il y avait un tweetos qui nous avait dit, je m'excuse s'il nous écoute et j'ai pas noté son nom, qui nous avait dit en fait c'était difficile de parler des joueurs. J'avais pas répondu au tweet parce qu'on avait eu un flot de tweets pas possible ces jours-là, mais qui nous avait dit que c'était difficile de parler d'un joueur qu'on avait pas connu ou peu connu. Et qui m'avait justement dit Ben sera pas d'accord. Je ne suis pas d'accord forcément parce que je trouve que ça apporte justement moi je trouve qu'on a quelque chose à apporter nous deux, ouais, parce qu'on a une vision à apporter. Par exemple moi Ray Allen, je sais que je l'ai connu comme tu l'as dit sur la fin de sa période Celtics et ensuite sa période Heat et les 2 ans où en fait tous les 3 semaines on expliquait qu'il allait revenir mais il est jamais revenu. Et en fait je trouve que c'est un apport en fait qu'on puisse en parler nous aussi sans qu'on ait connu, on regarde la NBA depuis 92, ça, ok, mais c'est pas parce que tu regardes la NBA depuis 20 ans que t'as un avis forcément plus éclairé. C'était mon discours habituel. Non, mais par rapport à Allen, et vraiment, tu vois, ce que je voulais en venir par rapport à ce discours-là, c'est que tout le monde, que ça soit moi ou quelqu'un qui l'a regardé pendant 20 ans, tout le monde a la même vision, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on a vraiment la vision du mec carré, du professionnel parfait, en fait. Vraiment, du professionnel, le mec arrive 3 heures avant le match à la salle, il shoot dans le noir. Alors déjà, ça, c'est jamais compris, mais c'est exceptionnel. Il shoot dans le noir et c'est vraiment le mec qui travaille sur son shoot. Et t'avais parlé du shoot de 2013, c'est pour ça qu'il dit, c'est un shoot que j'ai travaillé toute ma vie, en fait. Ouais. Donc, je le mets, mais c'est pas exceptionnel pour moi. Toujours une super condition physique. Ouais, non, c'est clair. Ouais, puis il a su parfaitement changer son jeu. Ça a toujours été un énorme shooter, mais c'était un très fort scoreur aussi avant Ray Allen. Et puis il a eu plusieurs casquettes, c'est bien dans une carrière aussi. Puis il y avait toujours sa maman aussi, qui criait à chaque panier les images de sa maman. Ouais. Et puis on va finir, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, peut-être si il me faut l'avis d'un supporter de Boston là-dessus, les bisbilles entre les anciens, sérieux, ça va se finir un jour ou... Non, je pense pas. Non, ça s'est jamais vraiment refermé, le départ de 2012. C'est pas à cause de LeBron, c'est à cause des 45-15-9. Et après il part, il rejoint. On est mené 2-0 dans cette série, on revient à 3-2, on gagne le 5 chez eux, shoot de Pierce, on se revoit aller en finale. Je sais pas ce qu'on aurait fait contre OKC dans cette finale, C'était mort de faim en face, mais et nous légèrement fatigués, mais ça s'est jamais vraiment refermé qu'ils partent chez celui qui nous avait battus, quoi. Alors que bon, il franchement, les 5 saisons à Boston, il a vraiment toujours apporté, il s'est toujours donné à fond. Moi, je lui en ai voulu sur le moment, ça s'est très vite refermé. Mais tu connais les mecs, Les mecs ont les égos. On connaît les Paul Pierce et les Kevin Garnett, voilà, je pense que... Tu les connais. C'est pas les meilleurs pour refaire l'amitié, tu vois. Pour la reconstruire, ça va être un peu chaud, je pense. C'est clair.
Et enfin, on va parler de Jason Kidd. Et j'ai une deuxième réflexion qui me vient à l'esprit. C'est une grosse classe de Hall of Fame. On parle surtout de ces 3 joueurs-là. Bien sûr, il y a d'autres intronisations. Et c'est aussi une classe d'esthètes, mais c'est aussi une classe avec des joueurs qui, en fait, sont des précurseurs, je pense. Nash, Allen et Jason Kidd un peu. J'ai lu pas mal de tweets qui expliquent qu'en gros Jason Kidd c'est LeBron avant LeBron en moins fort. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré sur certains points, mais je pense aussi que Jason Kidd c'est un peu un de ces précurseurs de ces mecs ultra complets en fait. C'est lui la polyvalence à l'extrême, ce qui est maintenant recherché en NBA en fait. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de Kidd. C'est quand même quand je commençais à regarder la NBA, il était très fort aux Nets, mais t'avais pas autant de moyens d'aujourd'hui de regarder en fait les matchs. Donc je regarde. Exactement. Je regardais pas trop les Nets avec Carter, Jefferson et compagnie. Je me souviens plus de lui, voilà, meneur battant qui avait développé son shoot à 3 points et qu'en fait tout le monde disait qu'avant il avait un shoot horrible et que c'était sa grande force d'avoir développé son shoot. Et qui, voilà. Et depuis maintenant, chaque fois qu'un mec arrive avec 100 shoot, on te parle de lui. Voilà. Et on te dit, mais il va pouvoir le développer comme Kidd, c'est du travail et compagnie. Et puis finalement, il gagne cette bague avec Dallas, quoi. Après, il bourlingue, Knicks et compagnie. Puis après, il se fait virer des Bucks. Oh, pardon. Excusez-moi. oui, j'avoue que là, entre ça et beaucoup de hors-terrain, c'est pas, non. Voilà. C'est pas même honnête, retenir. Avec des histoires de fin de match, de temps mort, il jette pas quelque chose sur Brandon Knight, je sais plus, des histoires comme, mais faut pas parler de ça maintenant, on parle de Jason Kidd, le joueur, mais, et puis c'est marrant avec Nash aussi, parce que c'était 2 meneurs qui étaient à Dallas, ou sinon il n'y a pas eu ce destin croisé entre les deux. Ouais. Mais c'est même Dirk qui a tweeté ou qui a juste déclaré, en gros, je les avais les deux dans mon effectif, mais à aucun moment ils étaient à leur prime, en fait. C'est ça. Ce qui peut être décevant, c'est vrai, ouais. Quand t'as juste un double MVP et un Hall of Famer et qui sont pas à leur prime, c'est gênant. Tu vois. Et puis les champions olympiques aussi, qui est dans 2008. Ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est ça. Si on se met à notre place, je pense que moi je la regarde comme une classe de précurseurs d'un peu de joueurs d'esthète et une très très grosse classe en fait. Et qui, on a ce débat continuellement, mais qui, là pour moi ils ont, dans ma vision du Hall of Fame, ils ont tous leur place plus ou moins, je pense. Ah oui. Peut-être Kidd, il y a débat, parce que je vais à un Hall of Fame très restrictif, mais autrement ils l'ont tous en fait. C'est pas la classe Iverson, c'était quoi? C'était Iverson, Yao Ming, T-Mac, ou alors celle-ci, si on en avait parlé, et j'avais eu du mal, tu vois. Oula. J'ai eu du mal, mais non, vraiment une bonne classe et. Bah même Grant Hill, ouais. Avec Grant Hill. J'ai oublié Grant Hill, c'est une honte, je m'excuse. Je me disais bien depuis tout à l'heure, j'oubliais quelqu'un. Tu vois, rien que par rapport à Grant Hill, déjà pour moi, il y a plus débat en fait. Ouais. Bah Grant Hill, c'est aussi les blessures, c'est tout. C'est ça en fait. Est-ce qu'il y a pas, on vote aussi pour lui parce qu'on se dit si Grant Hill, ce que dit comme T-Mac, spécialiste NBA, voilà, c'est T-Mac. Si le mec, il a pas de problème, c'est un des tout meilleurs joueurs de l'histoire en fait. Voilà, donc on n'a jamais eu la chance de voir ça. Alors je réduis pas sa carrière à des et des hypothèses, mais il y a un peu ce sentiment là aussi, j'ai l'impression. Oui, puis après faut faire gaffe parce que dès que tu fais ça, tu t'attaques à une horde générationnelle en fait de gens qui pour eux. Mais déjà là, ça fait un quart d'heure qu'on s'attaque. Depuis le début, cet overtime, on va avoir des tweets de gens qui ont les 25-35 ans là. S'il y a des 25-35 ans qui nous écoutent, ils grincent là. Mais c'est drôle, c'est marrant. Parce que peut-être que nous, dans 10 ans, quand on parlera de je sais pas qui au Hall of Fame, il y aura des gens, des petits, ils nous diront mais attends, qu'est-ce qu'il a fait Damian Lillard ou je sais pas quoi dans sa vie, tu vois. C'est vrai. Donc c'est drôle. Mais ouais. Après pour moi, il y a un Ouais, vas-y. Mais c'est une grosse classe, ouais. C'est une classe de joueurs qui ont marqué un moment de la NBA, donc c'est clair que leur place est méritée. Justement, tu parlais de Lillard, je me disais juste qu'on va arriver à un problème à terme, c'est qu'il y a de plus en plus de superstars, il y a de plus en plus de joueurs de haut niveau, et à un moment, il y aura pas assez de gens chaque année en fait. Ouais. Et on va pas faire rentrer assez de gens chaque année à un moment. Ce moment, il est pas encore arrivé, mais il va pointer le bout de son nez en fait. On fera. Ouais, c'est possible, ouais. Il faudra faire rentrer plus de gens en fait. Et rien d'autre à ajouter, juste. On n'a pas trop le temps, mais encore une fois, je parle de lui, Ben Golliver, qui a fait un article sur justement les joueurs qui étaient plus ou moins assurés du Hall of Fame. Et je vais pas
en parler vraiment en profondeur, mais je l'ai trouvé super intéressant parce que enfin c'était quelqu'un qui en parlait et qui avait un regard assez objectif. Tu vois, par exemple, Carmelo est un Hall of Famer, quelqu'un comme, tu vois, je vais en parler, mais Dwight Howard est un Hall of Famer, tu vois, c'était un article, j'ai trouvé super intéressant parce que, enfin, ça prenait du recul par rapport aux carrières des joueurs et en expliquant que, bah, certains sont Hall of Famer et, tu vois, même si ils ont pas des niveaux publics, ils ont pas des images fabuleuses, ils sont Hall of Famer, en fait. Et j'invite les gens à aller lire cet article s'ils ont le temps. Là-dessus, je pense qu'on va conclure, Alan, cet épisode 127 avec 15 minutes où on prouve qu'on est né après 1995, je pense. Oui, c'est ça. Ça doit être. Alors que en plus on révise, on fait des cours d'histoire. Et puis on a commencé tôt aussi des fois, mais bon, c'est différent. Il faut aussi se dire qu'il y a l'autre versant, en fait. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont plus jeunes que nous, en fait, et qui, pour eux, tu vois, il y a aucune idée de ça. C'est pour ça, moi, je trouve ça très dangereux de dire si t'as pas vu le joueur, tu peux pas en parler. Je trouve ça très 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 dangereux parce que si c'est ça, le mec qui a voulu jouer Bill Russell, on lui construit un hôtel et on écoute tout ce qu'il dit, et on lui paie des cierges, tu vois. Ouais. C'est pas possible. Ouais, c'est clair. Voilà. Là-dessus, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle que tous les épisodes maintenant sont disponibles sur YouTube en audio. J'ai pas précisé, mais ça sera toujours en audio. On vous rappelle de nous suivre bien évidemment sur Facebook et Twitter, de nous laisser des votes sur iTunes, parce qu'on sait que la majorité d'entre vous nous écoutent sur iTunes. N'hésitez pas aussi sur Stitcher ou toutes les plateformes où vous nous écoutez à vous abonner aussi également sur SoundCloud. On vous remercie encore une fois pour les derniers mois, puisque c'est vraiment des mois où on fait un nombre d'écoutes assez fou. Donc pour ceux qui nous découvrent vraiment, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et Alan, je te souhaite une bonne semaine 1. Quand les joueurs vont écouter ce podcast, ils connaîtront les résultats de nos équipes. Tu auras probablement gagné, j'aurais probablement vécu un match difficile. On sait pas. Et du coup, je reviendrai la semaine prochaine beaucoup plus dégoûté. Ouais, surtout que t'auras joué une deuxième fois. J'aurais joué 2 matchs. Voilà. Donc, tu sauras. Donc il y a moyen que je revienne légèrement énervé. Ouais, c'est chafouin, c'est ça. Et nous, du coup, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Ouais, salut à tous.